Est-ce que Patrick Balkany a fraudé le fisc? Oui, mais ça mérite une précision. D'abord, les chiffres que vous annoncez, ce sont des chiffres qui feront l'objet d'une discussion ultérieure devant l'administration fiscale. D'accord ? Et qu'est-ce que nous avons comme référence pour discuter de ces chiffres? Nous avons le prix d'achat de la maison de Giverny et nous avons le prix de vente d'une maison à Saint-Martin. Et on est très loin des 13 millions. Mais nous verrons dans quelques années, parce que ça prend du temps, tout ça, la discussion fiscale, ce qu'il en reste. Alors, réponse claire à votre question, oui, il a fraudé, bien sûr. Mais cet argent qu'il a caché n'est pas de l'argent public. D'ailleurs, ça n'est pas lui qui a caché cet argent, c'est son père. Alors, je vous explique en 2 mots. Le père Balkany est un juif hongrois qui connaît la déportation. Quand il revient avec un ami, juif hongrois également, il rachète ce qu'on appelle les camps cigarettes, c'est-à-dire tout le matériel laissé par les Américains après la libération. Les camps cigarettes, pour certains d'entre eux, hébergeaient des dizaines de milliers de soldats. Il y avait tout. Il y avait des vêtements, il y avait du métal, il y avait du carburant, des véhicules, etc. Ils ont fait une immense fortune. Et le père Balkany a planqué cet argent en Suisse. Il faut dire qu'il n'avait pas toutes les raisons de faire confiance dans notre pays qui, à l'époque, l'avait envoyé dans les camps. Voilà. On peut se replacer dans l'époque. Et c'est important de le faire. Voilà. Cet argent, ça n'est pas de l'argent public. Et la corruption qui est contestée, même si, par impossible, le tribunal condamné, ça n'est pas non plus de l'argent public. C'est extrêmement important, ça. Bien. Alors, vous avez, j'ai lu votre plaidoirie, je cite un petit extrait, du haut de vos, vous vous adressez aux juges, aux magistrats, aux représentants du parquet, les yeux dans les yeux, si je puis dire, du haut de vos petits lutrins transparents comme la société que vous appelez sans doute de vos voeux, vous êtes les chefs d'orchestre de la morale publique. Oui. Qu'avez-vous voulu leur dire et nous dire? Ah ben on a entendu quelque chose d'incroyable. Qui ne ressemble pas à un exercice d'humilité. Ils sont à la fois, disent-ils, la démocratie, la République, la morale publique. Je leur ai dit qu'ils étaient les dignes successeurs d'Ernest Pinard, avocat général impérial qui avait requis au nom de la morale publique contre Baudelaire, contre Eugène Sue et contre Flaubert. Mais c'est un peu ça à l'époque. Il y a quand même quelque chose d'extraordinaire. On a créé, depuis quelques années, le parquet national financier et une chambre spécialisée. Moi, je dis que toutes les juridictions spécialisées se distinguent par l'excès. Je vais vous donner un tout petit exemple de cela. Je l'ai plaidé hier. Le premier président, dans la chronologie, je ne parle pas de la hiérarchie, parce qu'il y a un premier président qui est un chef de cour. Le premier président est l'ancien secrétaire général de Nadal, qui est le président de la haute autorité. Et ils revendiquent l'un et l'autre des liens de proximité. Déjà ça pose problème. Et ensuite, vous avez Madame Houlette, qui est la patronne du parquet national financier, qui explique dans un dossier, le dossier Ricci, elle le dit dans les Échos, maintenant c'est une justice symbole. C'est rendu au nom du symbole. Et moi je dis que la justice, elle ne peut pas être rendue au nom du symbole. Justice symbole et justice médiatique, dites-vous. Ce que vous répétez sans cesse, c'est pas la première fois que vous le dites. Vous dites aujourd'hui la justice est rendue dans les médias avant d'être rendue dans les prétoires. Je peux vous donner un exemple de ça? Oui, allez-y. Le dossier Fillon. Oui. 2 journalistes d'un grand journal du soir ont l'intégralité du dossier, alors que ni Fillon ni ses avocats n'y ont accès, parce que la loi leur interdit. Et, pardon, le PNF est une passoire. On assiste PNF, aujourd'hui... c'est le parquet national financier. On assiste aujourd'hui à une surmultiplication des violations du secret de l'instruction. C'est un secret suspect aux yeux de certains journalistes et de certains juges, qui travaillent main dans la main. Et ça, c'est tout à fait nouveau. Alors, vous avez aussi dit hier, Monsieur le Président, je vous cite, je ne sais pas quel âge vous avez, vous êtes jeune, mais moi, quand j'étais gamin, frauder le fisc, c'était le sport national. Vous avez fraudé le fisc, vous, Éric Dupont? Ah bon? Alors, c'est pas tout à fait ce que j'ai dit. Non, d'abord, je lui ai pas dit qu'il était jeune, je lui ai dit qu'il faisait jeune. Ce qui ne l'a pas fait sourire, parce que... Bon, d'accord. Non, ce que j'ai dit, c'est que l'époque avait changé. Que... Les gens de ma génération ont connu une époque où on appelait la fraude fiscale le sport national. Le président Pompidou, c'est une formule qu'on ne connaît pas, il a dit que la fraude était à l'impôt ce que l'ombre était à l'homme. C'est une autre époque. Et je l'aurais lu aussi, écoutez, c'est extraordinaire. Ce week-end, je lis un édito de la Provence.
Oui. Bon, c'est le journal de Bernard Tapie, me direz-vous, mais c'est drôle. Et alors, l'éditorialiste, votre confrère, il dit « Johnny, il est français. Il mange français, il rêve français, il pense français, et il fraude le fisc comme un Français. » Je dis que c'est une époque révolue. Mais je dis que Balkany... C'est heureux qu'elle soit révolue. Mais je dis pas ça. Sans porter de jugement moral, hein. On est bien d'accord. Mais moi, quand je dis ça, Monsieur Bourdin, je ne fais pas l'apologie de la fraude fiscale. Ce que je dis, c'est qu'on est dans une autre époque et que ces changements-là, ces changements de balancier, ces changements sociétaux, ils génèrent souvent des excès.